L'ours noir apparaît dans la forêt. Il est fatigué. Malgré le vent, il cherche de quoi manger. Il n'a pas pu emmagasiner assez de nourriture et a été obligé d'interrompre son hibernation. Le coucher du soleil provoque une baisse de température encore plus importante et la tempête continue de faire rage. Le jour suivant, les sangliers sauvages sortent pour chasser. Un membre de la meute est faible. Il s'est écroulé, mort de froid. Les hommes viennent à nouveau dans la forêt. L'hiver est le meilleur moment pour couper les arbres. La couche molle d'humus et les marais ont gelé. Cela fait des routes solides pratiques pour les camions et les machines. La coupe du bois de cette région représente la moitié du rendement national.
Les pins de Corée sont les premières cibles des charpentiers. Des décennies de coupe ont détruit environ 60% des forêts de pins de Corée primitives et de feuillus. Avril est arrivé. La neige qui couronne le roi des pins de Corée commence à fondre. Les forêts reviennent à la vie sous les rayons du soleil. Une pomme de pin apparaît sous la neige. Elle sera source de vie. Le printemps est tardif par ici. L'hiver dure jusqu'en avril. Une pousse d'épicéa de Tsangtiong brise la glace et entre dans le monde extérieur. Le Tsangtiong vit dans les forêts vierges de la zone du pic de Nanjiabawa. C'est le point culminant du plateau tibétain du sud-est. Avec le départ de l'hiver, la forêt la plus haute du monde est sur le point d'accueillir la chaleur humide de l'océan Indien. Le Tsangtiong danse dans la brise de l'ouest. Tsangtiong est le nom tibétain donné à cet épicéa lorsqu'il était encore jeune. Les 3 branches indiquent qu'il est âgé de 3 ans. Les autres arbres révèlent leur âge par les cernes de bois à la base du tronc. Pour ce qui est des épicéas, une nouvelle branche pousse chaque année.
Le Tsangtiong de 3 ans ne mesure que 12 cm de hauteur. Autour de lui, les épicéas les plus vieux mesurent environ 60 mètres. Les épicéas sont localisés sur le haut plateau du sud-est du Tibet, à une hauteur qui varie entre 2800 et 3800 mètres d'altitude. Le plus haut d'entre eux mesure 70 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. À l'intérieur de la forêt, l'atmosphère est très angoissante. Il s'agit là de la forêt la plus dense du monde. Une distance de seulement quelques mètres sépare les arbres entre eux. Ainsi, on peut compter environ 3000 mètres cubes de bois par hectare. La forêt est localisée juste en dessous de la prairie alpine. La prairie, comme elle s'étend dans les hauteurs, atteint les zones couvertes par les neiges éternelles. Un fleuve, le Yalu-Jiangpu, coule parmi les épicéas. Quand il se retrouve bloqué par l'Himalaya à l'est, il tourne vers le nord. La chaleur et l'humidité de l'océan Indien qui se dégagent dans le canyon font de cet endroit le plus chaud et le plus humide du plateau. Le plateau tibétain ou le toit du monde est en fait la région la plus récente de la Terre. Il y a 60 millions d'années, c'était une zone de plaine. Mais les convulsions répétées de la croûte terrestre ont fait pousser Nandya Bawa à une cadence de 3 cm par an pour, au final, en faire le pic le plus haut du sud-est du Tibet. Le temps se réchauffe. La brume descend de Nandya Bawa pour se fondre dans la forêt vierge. À la vue du brouillard, un aigle royal abandonne son nid. Le plongeon subit de l'aigle royal terrifie les tétraogales du Tibet. Il s'enfuit vers les temples Niguo au fond de la forêt. En chinois, Niguo signifie couronne. C'est un temple très rare dans le sens où il est situé à une altitude très élevée avoisinant les 5000 mètres d'altitude. Le brouillard passe par le temple Niguo et continue plus loin dans la forêt profonde. À la base du Tsangtiong, le lichen épais absorbe l'humidité du brouillard. Le brouillard adoucit la couche de cutine sur les aiguilles du Tsangtiong. Les stomates s'ouvrent lentement et respirent l'atmosphère humide. Les pores respiratoires de l'épicéa sont situés sur ces aiguilles. Ils s'ouvrent et se referment en fonction des conditions climatiques. Ils s'ouvrent pour respirer dans les conditions humides et se ferment quand il fait sec pour conserver l'eau. Le brouillard se disperse petit à petit. Le printemps arrive enfin.
Les cerfs rouges quittent la forêt et se dirigent vers les prairies en hauteur. La prairie alpine s'étend sur une altitude de 4400 mètres d'altitude. Avec le temps, les limites de la forêt se sont déplacées. La prairie est l'extension de la forêt. Le cerf rouge est le second membre le plus large de la famille des cervidés. Seul l'élan est plus gros. Un cerf rouge adulte peut peser 250 kg. Il migre entre la forêt et la prairie selon la saison. En hiver, quand la prairie est couverte de neige, il cherche de la nourriture dans la forêt. Quand le printemps arrive, il retourne dans la prairie. La biche, Sia, a vécu sa grossesse en hiver. Maintenant, il est temps pour elle de mettre bas. Elle quitte les autres cerfs et cherche un endroit secret pour mettre au monde. Le cerf rouge est une créature grégaire par nature. Ce n'est que pendant l'accouchement que la femelle est seule. Et c'est ainsi que le petit cerf rouge vient au monde. La Sia et le Sili sont les noms donnés à la mère et à son petit en tibétain. Après la naissance, il est essentiel pour la Sia de se débarrasser de la membrane résultant de l'accouchement, ce qu'elle fait en léchant son petit. Ce n'est pas seulement pour stimuler l'allaitement, mais c'est aussi et surtout pour effacer l'odeur du Sili qui risquerait d'attirer les prédateurs. Peu après l'accouchement, la Sia quitte son bébé pour chercher de quoi manger. Le Chihi est séché par le souffle du vent. Des taches commencent déjà à apparaître, ce qui lui permet de se camoufler parmi les fleurs en présence de prédateurs. L'épaisse forêt vierge est le premier environnement que le Chihi découvre du monde. L'espérance de vie moyenne d'un cerf rouge est de 20 ans environ. Par comparaison, celle d'un épicéa de 500 ans. Au pied de Nandiabawa, le Chihi et le Tsangtiong commencent à grandir. Le temple Niguo a été construit en 1818, au temps du 10e Dalai Lama. Durant ces 200 dernières années, l'édifice s'est intégré à ce monde de montagnes et de forêts, d'animaux et de rivières. L'orage annonce l'été. La quantité d'oxygène dans l'air que l'on peut respirer dans la vallée ne représente que la moitié de celle des endroits au niveau de la mer. Mais les rayons ultraviolets sont 10 fois plus forts.
l'ombre des vieux épicéas abrite le Tsangtiong de la lumière du soleil. S'il était directement exposé aux rayons du soleil, le Tsangtiong serait tué par les ultraviolets en l'espace de quelques heures. Le soleil se lève et le Siyi est laissé seul par sa mère. Les cerfs se nourrissent au point du jour. La Sia est donc partie avec le reste du groupe, mais le Siyi est encore trop faible pour les rejoindre. La Chia cherche de l'herbe tendre pour produire suffisamment de lait. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle retourne vers le Siyi et l'allaite. Dans les prairies alpines, les fleurs sont en plein épanouissement. Elles doivent disperser autant de pollen que possible avant la saison des pluies. Un aigle royal vole au-dessus de la forêt. Les plumes de l'aigle royal sont semblables à des flammes étincelantes à la lumière du soleil. En plein vol, ses ailes peuvent atteindre les 2 mètres d'envergure. Il peut piquer à une vitesse de 300 km/h. Ces serres sont tellement puissantes qu'elles peuvent pénétrer le squelette d'un cerf avec une extrême aisance. Âgé de moins d'1 mois, le Siyi n'a pas encore conscience de ces dangers. Loin de la butte, la Sia s'arrête de temps en temps et regarde en direction du Siyi. La Sia voit l'aigle royal voler au-dessus de l'arête. Son petit est là-bas. Les nuages sombres disparaissent, laissant place aux rayons du soleil, et Nanjiabawa se révèle dans toute sa splendeur. Au versant sud, la différence d'altitude est de plus de 6000 mètres. Elle englobe plusieurs zones de climat, des forêts tropicales aux forêts de feuillus, forêts de conifères, prairies alpines et champs de glace. Grimper du pied de la colline au pic de la montagne est équivalent à une expédition qui débuterait de l'île de Hainan en passant par le continent asiatique de l'Est pour finalement atteindre le pôle Nord. Ce monde naturel, virtuellement complet, est une banque génétique inestimable. La plupart des forêts du plateau tibétain sont concentrées dans cette zone. Plus loin, vers le nord-ouest, les forêts s'amoindrissent. Sur la montagne Mila, la forêt laisse place à des arbustes, des terres semi-arides et le plateau d'un désert aride. Les rayons ultraviolets très intenses s'abattent au sol.
Les cerfs rouges prennent un bain de boue. C'est leur façon de se protéger des ultraviolets et des piqûres de thon.